7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes en direct avec nous depuis Israël. Votre dernier livre paru, Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950, c'est paru aux presses universitaires de France. Alors après 15 mois de guerre, un accord a été trouvé entre Israël et ses adversaires, notamment le Hamas, sur la libération des otages. Le cabinet de Benyamin Netanyahou l'a annoncé cette nuit. Est-ce que ça va permettre l'arrêt de la guerre? Beaucoup l'espèrent, Georges Bensoussan, même si l'expérience de l'histoire du Proche-Orient nous recommande une certaine prudence. Alors cet accord doit aussi beaucoup, on en parlera je pense, à l'arrivée imminente aux affaires de Donald Trump, ce sera lundi. Mais d'abord, peut-être Georges Bensoussan, puisque vous êtes sur place, cet accord, il a été annoncé mercredi, semble-t-il confirmé cette nuit. Comment c'est reçu en Israël? Quel est le ton, l'ambiance dans le pays? Il n'y a pas d'exultation, pas de joie comme on l'a vu par exemple à Gaza où la population est soulagée après 15 mois de bombardement et de destruction épouvantable. En Israël, non, c'est une tristesse, une forme de résignation, une joie. Sur un seul point, c'est évidemment l'arrivée des otages, la libération progressive des otages, mais extrêmement lente. Et chacun se dit que dans un accord en 3 phases, cet accord pourrait capoter demain, au bout de la première phase, et même peut-être avant même la fin de la première phase, puisqu'il n'y a qu'une moitié des otages qui seront libérés au bout de cette semaine, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est un accord très fragile, chacun le ressent ainsi, avec en plus, si vous voulez, une société israélienne, c'est une société ouverte, une société démocratique où le débat est libre, très divisée, extrêmement divisé. La question des otages divise tout le monde et même à l'intérieur même des familles des otages, vous avez des familles des otages qui sont contre l'accord. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, en France. Et évidemment, l'immense majorité des familles des otages sont pour cet accord immédiat. Parce qu'ils pensent, ces familles des otages contre l'accord, que le reste des otages ne sera pas libéré demain et que les buts de guerre n'ont pas été atteints. C'est l'avis d'une partie des Israéliens. Mais encore une fois, il n'y a pas d'homogénéité dans la société israélienne. Il n'y a pas de voix unique. C'est une société très divisée où les fractures étaient déjà là avant le 7 octobre et elles sont toujours là. Et d'une certaine façon, la question des otages a réveillé, a ravivé encore les fractures israéliennes. Ouais, alors j'allais vous demander si cet accord venait conclure quelque chose. Vous y avez déjà répondu. Est-ce que ça referme la plaie du 7 octobre pour Israël? Semble-t-il, c'est exactement le contraire. Oui, non, ça ne referme pas la plaie du 7 octobre. C'est une plaie qui est omniprésente. Il suffit de voir les informations télévisées sur les 4 grandes chaînes israéliennes, dont une de service public. Le 7 octobre est omniprésent, et pas seulement le 7 octobre par les otages et par le massacre des 1200 personnes, dont 2 tiers de civils, mais aussi parce que la guerre a continué et que les familles sont endeuillées, qu'il y a 900 soldats ont été tués, et que vous savez, c'est un tout petit pays, Israël. Il y a 10 millions d'habitants, dont à peine 2 tiers participent vraiment à la vie militaire du pays. Vous savez que les orthodoxes sont exemptés de service militaire. Donc, dans une société aussi réduite, les morts, les blessés, il y a 12 000 blessés graves. Chacun en connaît un au moins. Vous voyez, chacun en connaît 2, etc. Oui. Donc, tout le monde se connaît ou presque dans la société israélienne. C'est très petit, c'est 6 millions, 7 millions de personnes qui participent vraiment à l'effort national, à l'effort de guerre. Donc, sur ce plan-là, non, la plaie du 7 octobre n'est pas refermée, mais elle n'est pas refermée aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a un sens symbolique au 7 octobre. Ce qui s'est passé, c'est quand même une attaque de nature génocidaire. Évidemment, c'est pas un génocide en soi, mais c'est une attaque de nature génocidaire qui vise à tout détruire et pas seulement à amener un adversaire à récipicence. Ça, c'est la guerre. Non, là, ça visait vraiment à éradiquer les Juifs du territoire. Vous savez que les assassins n'ont jamais parlé d'Israéliens. Hein. Vous avez vu les caméras GoPro. Ils parlent de Yahoud, ils parlent de Juifs à tuer. Oui. Et ça a ravivé le souvenir de la Shoah d'une certaine façon, comme si ce massacre de nature génocidaire commis au cœur de l'État souverain d'Israël était une forme d'acte 2 de la Shoah. Oui. Alors que, d'une certaine façon, le sionisme a été aussi fait pour assurer la sécurité. Et là, la sécurité a été prise en défaut. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ces événements du 7 octobre, cette séquence de 15 mois, cette guerre de Gaza, qu'est-ce que ça a changé pour les Juifs du monde entier, pas que les Juifs d'Israël, dans leur rapport justement à Israël? Oui.
Ça a profondément changé les choses, y compris pour des juifs très éloignés d'Israël, se sentant très éloignés du sionisme. Le 7 octobre a contribué, si vous voulez, à refaire de ces communautés juives de diaspora une forme de peuple. Parce que ils ont senti, ces gens-là, vivant en diaspora et loin de l'État d'Israël et souvent loin de sa préoccupation, une sorte de communauté de destin. Parce que, comme je viens de vous le dire, l'attaque du 7 octobre, ils l'ont vu comme l'attaque contre des juifs pris pour cible et pas seulement contre des Israéliens. Et puis, il y a la flambée antisémite qui a suivi, qui a énormément choqué, beaucoup choqué. Donc, il y a eu un effet de sidération, de stupéfaction qui fait que même des juifs éloignés d'Israël se sont sentis un peu comme sur le même bateau, si vous voulez, une communauté de destin. Et ça, non seulement ça a réveillé le vieux traumatisme, la mémoire juive est une mémoire très traumatique, vous le savez depuis longtemps, et la Shoah, évidemment, là-dessus a aggravé la situation, mais ça a réexpérimenté une autre dimension de l'expérience juive, c'est la solitude. Il y a eu ces deux phénomènes à la fois, l'insécurité, le retour de la précarité existentielle et le retour de la solitude. Et ça a beaucoup marqué les Juifs de diaspora. Les Juifs d'Israël un peu moins parce que ça n'est pas une communauté Israël, c'est une nation. C'est très différent. Et c'est vrai qu'on parle aussi, qu'on ait un mot du Hamas, Georges Bensoussan, parce qu'évidemment, il sort très laminé de cette guerre. Ses alliés sont très affaiblis, mais on voit que le Hamas aussi est toujours le maître de Gaza. On a pas mal d'informations. On sait que c'est sans doute le frère de Yahya Sinwar Mohamed, encore plus radical que lui, qui serait le nouveau chef de l'organisation. Il a recruté beaucoup de militants. Et la question que je voudrais vous poser, Georges Bensoussan, c'est est-ce qu'on comprend mieux aujourd'hui la nature de ce qu'est le Hamas, qui considère, parce qu'il faut dire les choses, que Israël, c'est pas juste un adversaire, on n'est pas dans un conflit de territoire, c'est une croisade pour le Hamas, Israël, c'est une croisade. Absolument. Oui, tous ceux qui continuent à penser le conflit en termes de conflits nationaux, territoriaux, etc., se trompent totalement. On est ici dans une affaire de djihad sur le fond. Vous savez, il y a 2 jours seulement, le 15 janvier, à Doha, au Qatar, Khalil al-Khaya, qui est le porte-parole du Hamas aujourd'hui, a déclaré que le 7 octobre était une source de fierté. Le 7 octobre, c'est un massacre de civils, qu'on le veuille ou non, avec des bébés, des enfants tués dans des conditions abominables, coupés en morceaux, des têtes décapitées, etc. Et il a déclaré également qu'il poursuivrait notre but, qui est, je cite, la destruction d'Israël et la libération totale de notre terre jusqu'à Jérusalem. Alors évidemment, la nature du Hamas, on n'avait pas besoin des déclarations de ce monsieur pour le savoir, il suffit de lire la charte, ça prend 10 minutes sur Internet. La charte est un document de nature génocidaire qui n'envisage pas 2 États, qui n'envisage pas de compromis, qui envisage la destruction pure et simple de l'État d'Israël pour une seule Palestine, où les Juifs, d'ailleurs, on le sait très bien, n'auraient quasiment aucune place, soit au mieux des dhimmis, soit au pire un massacre généralisé. Donc que le Hamas ait été une organisation totalitaire, on le savait avant, mais on n'a pas voulu le voir. Et on continue à penser le conflit dans des termes caducs, dans les termes de conflits nationaux, comme le conflit entre la France et l'Allemagne. Ça n'a rien à voir. Au cœur de ce conflit-là, vous avez la préoccupation du djihad. Il est inconcevable que des non-musulmans puissent être souverains sur une terre décrétée musulmane de toute éternité. Et a fortiori des juifs, et j'ajouterais même des chrétiens d'une certaine façon, mais ce n'est pas forcément dans ce cadre-là que ça joue, des juifs qui sont des créatures qui représentent le mal, impures, etc., dans une bonne partie du Coran. Bon, tout cela c'est fondamental au Hamas, mais encore une fois, on le savait avant. Mais on ne l'avait peut-être pas tous clairement compris. En tout cas, merci de vos lumières, Georges Bensoussan, d'être venu ce matin nous en parler sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle votre ouvrage le plus récent pour comprendre aussi ce qu'il se passe aujourd'hui. Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950, c'est paru au PUF, les presses universitaires de France. Bonne journée à vous.